Et avec nous pour ce club, Nicolas Prissette. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique à La Tribune dimanche. Et Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Bonjour Ariane. Rédacteur en chef de Politis. On est ensemble comme tous les mercredis. On va revenir aujourd'hui sur le discours de politique générale de Gabriel Attal qui a détaillé sa méthode et son cap, désmicardiser la France, faire en sorte que le travail paye. C'était le cœur de son discours. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et Gabriel Attal est revenu sur la colère des agriculteurs. Ça fait l'actualité dans nos régions. Et pour en parler, on va à Tours, on retrouve Mickaël Texier. Bonjour Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef à TV Tours. Mickaël, on va revenir évidemment avec vous sur cette mobilisation des agriculteurs. Et dans votre région, la mobilisation change de visage ? Ouais, la mobilisation a commencé doucement sur notre territoire du Val-de-Loire avec une première opération escargot à Blois la semaine dernière, des rassemblements dans les centres-villes de Tours notamment, puis en fin de semaine dernière, des opérations barrage filtrant aux barrières de péage de l'A10 en Touraine. Rien à voir en tout cas avec ce que l'on a pu voir dans certaines campagnes ou villes, notamment du sud de la France. Pas d'excès de violence, une colère plutôt canalisée. Puis on est monté d'un cran avec des radars routiers neutralisés en Loir-et-Cher, des blocages ici et là sur des axes stratégiques, des hypermarchés bloqués aussi, c'était à Tours et à Amboise, en parallèle d'un grand rassemblement de près d'une centaine de tracteurs à Tours avec 200 agriculteurs, ça c'était hier. Un mouvement qui était à l'origine initié par la FDSEA et les JA. Il a été rejoint par la coordination rurale, mais on note des opérations en dehors de tout mot d'ordre syndical. C'était le cas des blocages d'hypermarchés que j'évoquais tout à l'heure, ou de routes bloquées par de petits groupes de manifestants, signe d'une colère très ancrée qui demande à s'exprimer, qui s'exprime, elle s'est d'ailleurs exprimée hier soir, avec le déversement de remorques de fumier devant les grilles de voiture. Alors entre ces deux phases, il y a eu chez nous un moment un peu particulier, c'est la venue dimanche dernier du Premier ministre, Gabriel Attal, sur les terres de l'une des députés d'Indre-et-Loire, dont il est proche, Fabienne Colboc. Il assurait le service après-vente, en fait, des premières mesures qu'il avait été annoncées juste avant. Après avoir tenté d'éviter cette rencontre, il a finalement rencontré et échangé avec les représentants de la FDSEA et des JA. Les échanges étaient courtois, cordiaux, parfois fermes, avec ses représentants syndicaux. Mais sur le terrain, depuis lundi, en fait, les agriculteurs nous le disent, il faut aller plus loin. Cette visite ne doit pas être un moyen de les endormir pour qu'ils retournent désormais dans leur ferme, ce qu'ils ne font pas, visiblement. Merci Mickaël, merci beaucoup pour ces précisions et ce qui se passe du côté de ces mouvements des agriculteurs dans votre région. Merci Mickaël Texier et à très vite. Nicolas, hier évidemment Gabriel Attal, il était attendu sur ce sujet puisque son discours de politique générale tombait en pleine mobilisation agricole. Est-ce qu'il est un peu déçu sur cette question ? Oui, il est un peu déçu parce que les annonces ne sont pas très concrètes, à part évidemment le versement anticipé des aides de la PAC qui là donnera de la trésorerie aux agriculteurs, mais c'est des aides auxquelles ils ont droit, il n'y a pas d'argent supplémentaire, c'est une facilité évidemment pour eux, mais le grand débat sur les normes, pour l'instant, Gabriel Attal s'est contenté d'intentions. Il n'est pas rentré dans les détails, il a dit qu'il ferait plus et plus vite que ce qu'il a déjà fait jusqu'ici. Reste à savoir dans quel domaine. On peut souligner que ce sujet est extrêmement complexe parce que les normes, aucune norme n'a été faite par hasard. Elles répondent toutes à des critères, à des objectifs, notamment des objectifs de sécurité. Donc se pencher sur les normes, ça veut dire rentrer dans un maquis qui est extrêmement complexe. Et comme il l'a dit lui-même, ça peut pas se résoudre en quelques semaines ou quelques jours. Donc peut-être que c'est déceptif à la fin. Peut-être aussi que les agriculteurs, dans leur mouvement, doivent comprendre qu'ils n'obtiendront pas satisfaction du jour au lendemain. Et que pour traiter ce type de sujet, râler, certes, c'est utile parce que ça montre qu'il y a un problème, mais ça ne le résout pas. Ouais, c'est compliqué d'apporter des réponses rapides sur un sujet aussi complexe, Pierre ? D'abord, je voulais rebondir à la question que vous venez de poser parce que on dit de Gabriel Attal que c'est un très bon communicant, mais là, force est de constater qu'il y a quand même eu un gros malentendu avec les agriculteurs parce qu'il avait été annoncé que dès hier, de nouvelles annonces seraient formulées et ça a été annoncé par la porte-parole du gouvernement et Marc Fesneau lui-même, le ministre de l'Agriculture, qui avait lui dit que ça irait très vite dans le deuxième volet des annonces qui avaient été formulées. Est-ce que c'est compliqué de faire des propositions ? Oui, sans doute, parce que le problème de l'agriculture,
l'agriculture, et là vous pouvez faire tous les titres de la presse française, tout le monde va vous dire que la colère vient de loin, et c'est vrai, la colère vient de très loin, parce qu'on a un système agricole qui marche sur la tête, hein, c'est un peu le symbole et le slogan de cette mobilisation, c'est des énormes exploitations qui touchent énormément d'argent et qui vivent assez confortablement finalement des aides de l'Union européenne, et puis la transition écologique qui fait que beaucoup de nouveaux et de nouvelles exploitations cherchent à faire du bio, cherchent à faire du qualis, cherchent à faire du raisonnable en termes d'impact environnemental, et eux sont pas aidés et ils vivent très difficilement de leurs exploitations. Donc c'est tout le système agricole qu'il faut repenser, parce que a priori l'Europe a mis quand même la question de la transition énergétique quand même au cœur de ses politiques, mais il faut que ça puisse s'adapter à l'échelle des exploitations, et c'est ça qui est le plus compliqué. Et donc c'est quand même... Je pense que tous les Français qui voient la mobilisation en cours sont en train de découvrir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec à peine 500 euros, alors qu'ils passent nuit et jour parfois dans leurs exploitations à faire vivre leur bétail, à faire vivre je pense aux maraîchers, etc. Donc on découvre quand même une profession qui, en plus du malaise qu'on connaît, puisqu'on sait très bien que c'est une profession qui subit le plus le taux de suicide en France. Donc non, les annonces sont pas faciles, mais c'est très déceptif. Mais c'est justement, alors, il y a un rendez-vous qui a été manqué par le gouvernement, il va falloir qu'il se rattrape, mais c'est vrai que je pense qu'il n'avait pas anticipé que possiblement la mobilisation durerait aussi longtemps, et peut-être durer beaucoup plus qu'il ne l'imagine encore. Et parmi les questions et les sujets qui concernent les agriculteurs, il y a la question des traités de libre-échange. Et ce matin, Bruno Le Maire promet un bras de fer pour que l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur actuel ne soit pas signé. Est-ce que la difficulté aussi, c'est que beaucoup se joue à Bruxelles ? Alors, c'est pas forcément une difficulté, Oriane, c'est plutôt une chance que les choses se jouent à Bruxelles, parce que le marché agricole, c'est un marché européen, ça peut être aussi un marché de proximité, évidemment, ça dépend pour quel produit, mais il est heureux et souhaitable que le domaine soit organisé en concertation avec nos voisins. Donc c'est plutôt une chance que ça se passe à Bruxelles. S'agissant des traités internationaux de commerce, Emmanuel Macron avait indiqué lors de son précédent, le premier quinquennat, que les accords qui ne respectaient pas l'accord de Paris ne pouvaient pas s'appliquer. Et de fait, c'est bien le cas. Donc il y a une forme de communication de la part du ministre de l'économie de dire que voilà, on va aller au bras de fer, mais le bras de fer il a déjà eu lieu, ou il était déjà en cours. Donc ça rappelle aux agriculteurs que la France ne fait pas non plus n'importe quoi s'agissant du commerce alimentaire. Ça a toujours été un sujet extrêmement sensible, ça a posé des problèmes par le passé, et aujourd'hui il y a une posture politique qui est plutôt saine et puis qui est plutôt respectable. Donc c'est une critique facile de dire que la France serait ouverte à des produits qu'on n'aurait pas envie de manger. Allez, au cœur du discours hier de Gabriel Attal, la question du travail, la volonté que le travail paye, et 3 maîtres mots: désmicardiser, déverrouiller, débureaucratiser. Cécile Sixou. Favoriser la France qui travaille, voilà la priorité de Gabriel Attal. Avec une première annonce, celle de relever les bas salaires, de désmicardiser la France. Et le nouveau Premier ministre veut aller vite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Dès le prochain projet de loi de finances, en nous appuyant sur les propositions de parlementaires, de partenaires sociaux et sur un certain nombre de travaux d'experts qui sont actuellement conduits, nous commencerons à réformer ce système. Autre annonce, Gabriel Attal souhaite déverrouiller l'accès au travail et compte généraliser à partir du 1er janvier 2025 les 15 heures d'activité obligatoire pour les bénéficiaires du RSA. Il propose également d'expérimenter dans les administrations la semaine de travail en 4 jours. Enfin, il compte rouvrir le dossier du droit au travail avec un mot d'ordre: le débureaucratiser, le libérer des contraintes trop lourdes selon lui. Je veux aussi débureaucratiser la France. Je veux alléger le fardeau des règles et des normes. Aussi, nous engagerons après l'été une nouvelle étape de la réforme du droit du travail avec un objectif clair: libérer nos TPE et nos PME, simplifier considérablement leur quotidien et leur permettre de négocier certaines règles directement, entreprise par entreprise. Dernière surprise de taille, le Premier ministre veut supprimer l'allocation de solidarité spécifique. Cette allocation versée lorsque les droits au chômage sont épuisés valide des trimestres de retraite sans travailler. Elle sera remplacée par le RSA. On l'a vu hier, on l'a entendu de la part de Gabriel Attal, une volonté de favoriser les Français qui travaillent, désmicardiser la France. Est-ce que c'est le bon message pour vous, Pierre ?
Ça pourrait être le bon message si derrière il y avait une proposition concrète d'augmentation générale des salaires, mais il n'y a pas eu de proposition d'augmentation générale des salaires parce que Gabriel Attal, d'ailleurs c'est assez étonnant, enfin je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce discours, mais il commence son discours en disant j'ai 34 ans et puis il nous fait un retour en arrière en 4e République, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très libéral et très conservateur sur bien des sujets. Et puis c'est ce que fait ce gouvernement depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire que c'est tout contre les pauvres, c'est-à-dire qu'on s'acharne contre les pauvres et on se fait le chantre de la société méritocratique comme si on était responsable d'être pauvre, comme si on était responsable d'être au chômage, comme si on était responsable d'être bénéficiaire d'un certain nombre d'aides sociales et donc il y aurait les bons Français et les mauvais Français et qu'il y aurait qu'à traverser la rue pour aller trouver du travail. Mais le monde de Gabriel Attal est un monde qui n'est pas fait d'entorse, qui n'est pas fait qui est un monde où il est bien né et il ne comprend pas ce que vivent la vie des gens. C'est d'une perversité cette décision sur l'ASS, vous imaginez même pas, enfin si vous imaginez sans doute, mais on va le savoir d'autant plus qu'on va découvrir ce que veut dire cette suppression de l'ASS, mais ça veut dire... Quelle est l'allocation de solidarité qui est supprimée c'est touche à la fin des droits au chômage. Et donc ça veut dire que dès qu'on n'aura plus ces droits au chômage, on va passer directement au RSA. Ça veut dire qu'on va toucher, alors certes, une enveloppe un peu plus importante, mais qui ne pourra pas être cumulable avec les aides au logement, qui ne comptera pas dans vos trimestres pour la retraite, avec cette espèce d'accusation qui consiste à dire mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui touchent de l'argent et qui en plus continuent à cotiser pour leur retraite, alors qu'il y a des gens qui travaillent et qui bénéficient pas de ces aides. Ça veut dire qu'il met en opposition, et ça a toujours été sans doute la stratégie de la droite la plus réactionnaire, c'est-à-dire d'opposer des populations qui sont aidées légitimement par l'État parce qu'ils ont une difficulté à retrouver le chemin de l'emploi, et puis les autres, les Français, qui effectivement sont souvent pas aidés parce que soit trop aisés, et c'est cette manière d'opposer les populations qui est insupportable et d'une perversité, notamment sur cette tête de l'ASS, je trouve, qui est assez déroutante quand même. Voilà. Sur l'ASS, oui, il y a un sujet que Gabriel Attal va devoir traiter, c'est que si on rentre dans la technique, c'est que l'ASS est accessible plus facilement que le RSA. C'est-à-dire que le plafond, c'est des allocations qui sont versées sous conditions de ressources. Donc à partir d'un certain montant de revenus dans un couple, vous ne pouvez plus toucher l'allocation. C'est un peu logique. Mais les montants en question sont plus favorables pour l'ASS que pour le RSA. Donc il y a effectivement un risque que certaines personnes se retrouvent dans une situation, en tout cas à l'échelle de leur couple ou de leur foyer, un peu plus pauvre qu'avant. Donc évidemment là il y a un effet de seuil que Gabriel Attal devra regarder. Après pour le RSA, il faut rappeler quand même que en théorie c'est une aide qui bénéficie aussi d'un accompagnement et donc on laisse pas les gens qui en sont bénéficiaires totalement à l'abandon. Normalement le RSA c'est quelque chose qui vous permet d'avoir aussi des gens qui vont vous aider à retrouver du travail, à retrouver des formations. C'est pas forcément le cas pour l'ASS, parce qu'à l'ASS, normalement, vous êtes toujours sous contrôle, entre guillemets, de Pôle emploi, mais ça ne veut pas dire qu'il s'occupe vraiment bien de vous. En tout cas, il y a des cas concrets qui le montrent. Ça, c'est le point sur l'ASS. Ensuite, sur son thème à Gabriel Attal de désmicardiser la France, c'est très intéressant parce qu'on a eu, depuis la hausse d'inflation d'il y a 2 ans, de plus en plus de Français qui se retrouvent au SMIC et qui ne bénéficient plus de hausse de salaire qui était accessible au-dessus du SMIC. Donc là, il y a vraiment un sujet que le gouvernement veut résoudre, et c'était de débloquer les progressions salariales dans les entreprises. Évidemment, c'est pas lui qui décide des salaires, mais il a à sa main des outils qui sont les allègements de cotisations ou le RSA activité, anciennement prime pour l'emploi. Bon, mais Gabriel Attal, il donne cette perspective, il suggère que l'État va pouvoir débloquer des choses, mais il faut des moyens pour ça. Et il ne les a pas, parce qu'en même temps, il y a la promesse de réduire le déficit public, et les seuls moyens dont il dispose, c'est les fameux 2 milliards d'euros qu'Emmanuel Macron a promis de consacrer aux classes moyennes. Est-ce que ces 2 milliards d'euros iront uniquement sur des personnes qui sont en emploi à des salaires légèrement supérieurs au SMIC? C'est intéressant, mais il ne l'a pas dit hier. Donc ça reste une promesse qui, conceptuellement, est très séduisante, mais en termes d'application, on demande encore à voir. Ouais, mais est-ce que, vous parlez d'opposer les France les unes aux autres, est-ce qu'il n'a pas eu raison de s'adresser notamment à ces classes moyennes, à cette France de l'entre-deux, comme il l'a appelé hier, cette France qui gagne trop pour avoir des aides, mais pas assez pour vivre convenablement? Qu'est-ce qu'il leur a proposé à cette France-là? Enfin, il a proposé quoi en termes d'augmentation? C'est-à-dire que quand il parle de libérer les énergies, libérer l'économie, vocabulaire que l'on connaît bien et dont on sait vers quoi il va, c'est-à-dire que des
destruction du droit du travail, il y est allé, c'est-à-dire qu'il veut aller encore plus loin sur là où se joue la négociation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sécurité sociale, de protection sociale à l'échelle nationale. Il a dit qu'il fallait que la négociation se fasse entreprise par entreprise. On a l'air de dire qu'effectivement, c'est pas le gouvernement qui décide des augmentations de salaire, mais enfin, s'il décidait de convoquer le patronat, les syndicats autour d'une table qui se mettent pendant 10 jours à négocier, vous pouvez ressortir de là en disant, comme ça s'est fait lors des accords de Grenelle, alors certes, c'est pas révolutionnaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aboutit quand même sur des augmentations de salaire. C'est plus jamais fait depuis 1968. Mais pourquoi il faudrait pas le refaire à un moment donné. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le rôle des organisations syndicales, c'est aussi de négocier avec le patronat. Ce que je veux dire, c'est que on a là aussi, quand je dis que c'est un pouvoir libéral réactionnaire, mais aussi c'est une reprise en main politique de l'ensemble de la chose publique, où tout se décide à l'échelle d'Emmanuel Macron et possiblement un peu avec Gabriel Attal, sans les syndicats, sans le patronat. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce qui concerne la vie des Français, ça se négocie. La démocratie sociale, elle devrait encore un peu plus exister dans ce pays qui est en crise. Et puis quand il nous explique qu'il faut désmicardiser ce pays, qui est responsable de l'augmentation de 12 à 17% de la smicardisation en France aujourd'hui ? C'est l'inflation. Certes, c'est l'inflation, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Qu'est-ce qui a été fait pour compenser l'inflation ? Qu'est-ce qui a été fait ? Je veux dire, il y a un certain nombre de mouvements politiques aujourd'hui, alors certes, qui ne sont pas majoritaires, mais il y a de droite comme de gauche, certains proposent aujourd'hui d'indexer les salaires sur l'inflation. Il ne faut pas qu'il n'y ait que le SMIC qui soit indexé sur l'inflation. Il y a quand même une position très passive de ce gouvernement sur les effets de cette smicardisation. Donc il nous explique aujourd'hui qu'il va y désmicardiser en paupérisant la population française. Non, ça ne passe pas. Enfin, je trouve que ce discours est et à côté de la plaque, c'est-à-dire vraiment à côté de la plaque, il n'y a pas de proposition concrète. Alors, il y a des propositions, ce qui a été dit, ça a été assez drôle, parce qu'on a dit presque un secrétaire d'État qui est venu à la tribune hier et proposé un certain nombre de petites propositions, mais quand vous êtes dans une galère pas possible au quotidien, vous dites, mais il m'a proposé quoi, moi, pour mon salaire et puis pour ma précarité de l'emploi, parce que c'est ça qui se passe, leur obsession à vouloir faire le plein emploi, ils précarisent, ils veulent la société d'Emmanuel Macron où on rêve d'être chef d'entreprise en étant entrepreneur, où vous bénéficiez d'aucune aide et où vous faites croire aux gens qui vont pouvoir vivre de leur travail, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un monde rêvé d'Emmanuel Macron qui n'existe pas et qui ne fait que précariser les Français. Alors, je ne parlerai pas de rêve, mais juste de réalité. Il y a quand même un taux de chômage qui est au plus bas depuis 20 ans et qui est une réalité très concrète. C'est un fléau qui a ravagé la société française et la politique depuis les années 80. Et il y a quand même aujourd'hui des choses qui ont beaucoup changé. En revanche, les gens vivent mal de leur travail. C'est peut-être la difficulté pour Gabriel Attal, c'est que le chômage, les experts vous expliquent qu'il risque de remonter cette année parce que le ralentissement économique fait qu'il y aura moins de création d'emplois. Et ça, c'est un peu un non-dit pour le gouvernement, c'est même carrément un déni, où on ne veut pas voir que cette situation conjoncturelle, elle va poser problème ces prochains mois et peut-être même tout au long de l'année. Là, il n'y a pas de constat et il n'y a pas non plus de réponse de la part de l'exécutif. C'est un peu surprenant et on peut s'attendre à ce que les annonces hier de Gabriel Attal, en tout cas ces chantiers, soient freinés par la mauvaise conjoncture des prochains mois. Et on va voir les réactions de l'opposition à ce discours de Gabriel Attal. Marine Le Pen qui lui a répondu hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On va également écouter Fabien Roussel et Bruno Retailleau qui, eux, lui ont répondu ce matin. Les voies et moyens du redressement. Je n'ai pas senti le grand souffle qui puisse emporter le pays vers des lendemains heureux. Et pour tout dire, je n'ai senti aucun souffle. Dans ce catalogue de mesures éparses et parfois contradictoires, vous tentez d'allier un peu de droite et un peu de gauche, et en réalité, vous accommodez le pire de la droite et le pire de la gauche. Un discours qui culpabilise les Français. S'il y a du chômage, c'est à cause des chômeurs. S'il y a de la pauvreté, c'est à cause des bénéficiaires du RSA. Et si on n'arrive pas à trouver des médecins, c'est à cause des Français qui prennent trop de rendez-vous et qui viennent pas. Bref. C'est pas un peu caricatural ? C'est ce que j'ai entendu, excusez-moi. Enfin, si ça va mal, c'est à cause de nous et c'est pas de sa faute. Et c'est comme la smicardisation de la France. Le nombre de smicards est passé en France de 12% en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, à plus de 17% aujourd'hui. C'est quand même pas de notre faute. C'est quand même un petit peu le résultat de leur politique. Donc, les Français ont bien du mal à joindre les deux bouts, à élever leurs enfants, à payer leurs factures, mais c'est toujours de notre faute. Et ça commence à bien faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lui laisser une chance. Il y a eu des mots, on va voir aux actes, mais on verra surtout aux résultats. Mais je pense que dans les prochains mois, nous devrons déposer une motion de censure parce que
on voit bien qu'il est prisonnier du bilan. Il a passé au moins 20 minutes sur son discours à justifier le bilan d'Emmanuel Macron qui est en train de nous amener dans le mur. Donc, il ne va pas pouvoir se défaire de ce bilan. Et donc, il n'y a pas de principe nouveau. Mais provisoirement. Il n'y a pas de logiciel nouveau. On va commencer par Bruno Retailleau, peut-être, Nicolas, qui était ce matin sur TF1. Alors, il faut laisser une chance à Gabriel Attal, mais quand même, dans les prochains mois, on sera obligé de déposer une motion de censure. Et oui, il faut quand même lui laisser une chance à Gabriel Attal, parce qu'on l'a entendu dans son discours hier, et puis il y a certaines réactions aussi. Il a des postures qui séduisent particulièrement à droite, et il a cette réminiscence de Nicolas Sarkozy, qui consiste à, avec talent d'ailleurs, annoncer des mesures en les replaçant dans un sens et en leur donnant un contexte très concret. Et ça, c'était la marque de fabrique de l'ancien président de la République, d'arriver à raconter une histoire, peut-être même une belle histoire, avec une mesure qui parfois était assez limitée. Bon. Donc ça, c'était, on va dire, sur le plan politique, c'est intéressant de voir que les Républicains se sont fait un peu piquer les recettes de celui qui reste quelque part un peu leur mentor, même si beaucoup le renient. Ensuite, évidemment, Bruno Retailleau se rappelle que il est dans l'opposition et que depuis 2017, les Républicains sont dans une posture de faiblesse assez inédite dans leur histoire, et que le fait qu'ils déposent un jour, il n'a pas donné de date, il y a quelques mois, une motion de censure, ça peut faire chuter le gouvernement, parce que les autres oppositions ont fait savoir, en tout cas c'était le cas sous Élisabeth Borne, qu'un jour, elles aussi, elles participeraient tout ensemble à une grande et belle motion de censure pour faire du mal à Emmanuel Macron. Bon. On peut s'amuser de cette contradiction. On peut aussi douter fortement qu'il y ait un jour une motion de censure des Républicains, parce que les Républicains n'auraient pas de majorité alternative, et il serait bien dans l'embarras de faire chuter un gouvernement nommé par Emmanuel Macron. Pour mener quelle politique ? Aujourd'hui, l'électorat de droite constate que, en tout cas pour beaucoup, que ces idées sont portées par le gouvernement de Gabriel Attal, avec des propositions qu'on a entendues hier. Donc on va dire que pour les Républicains, l'équation reste intacte. Ouais, et on a entendu hier à nouveau Gabriel Attal redire qu'il avait qu'une majorité relative, et tendre la main aux oppositions, dit qu'il serait toujours là pour débattre, pour discuter avec elles, mais est-ce que quand même il aura les moyens de mettre en œuvre ce qu'il a proposé hier ? C'est vrai que ça reste toute la tâche la plus compliquée pour Gabriel Attal, mais c'est vrai que ce que fait la droite est quand même assez ahurissant quand même, parce que d'abord il y a à peu près autant de droites qu'il existe de parlementaires aujourd'hui. On voit bien que la droite parlementaire, enfin la droite sénatoriale et la droite à l'Assemblée, c'est pas tout à fait la même. Et je suis d'accord avec l'idée que quand même ce que fait aujourd'hui Gabriel Attal, c'est le projet que la droite a toujours rêvé de mettre en œuvre. C'est pas pour rien que d'ailleurs Rachida Dati explique aujourd'hui qu'il y a du Nicolas Sarkozy dans Gabriel Attal. Les politiques, d'abord on sait tous que Nicolas Sarkozy est maintenant le nouveau directeur des ressources humaines d'Emmanuel Macron, mais on voit bien qu'effectivement la politique qui est menée, cette politique très libérale où on va casser le code du travail, où on va renforcer l'ordre de ce pays. Enfin, il y a de la droite clairement dans ce gouvernement. Donc la droite ne sait pas très bien sur quel pied danser. C'est vrai que je ne crois pas non plus beaucoup à la menace qui est lancée par la droite de déposer un jour une motion de censure. C'est vrai que si la droite devait déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale, il y a de fortes chances qu'elle passe, parce que ça veut dire que l'extrême droite et la gauche voteraient à l'unisson une motion de censure, quand même ils ne seraient pas d'accord sur les termes utilisés. Et donc ça veut dire que le gouvernement de Gabriel Attal tomberait. Est-ce que la droite, qui prend d'ailleurs des tangentes parfois un peu étonnantes, vous voyez, quand elle a critiqué la décision du Conseil constitutionnel en se mettant en disant... En niant l'état de droit, on peut se dire qu'effectivement, peut-être un jour, elle finira par affaiblir nos institutions. Est-ce qu'elle en est capable là tout de suite maintenant ? J'en suis pas si sûr. Et puis par ailleurs, ils sont pas tous d'accord entre eux, donc c'est pas encore sûr qu'ils fassent tomber ce gouvernement. Mais Pierre, vous parlez du fond, mais moi j'insiste un peu plus sur la forme, parce que c'est important. Elle fait partie d'une stratégie qui est de faire reculer, dont l'objectif est de faire reculer le Rassemblement national. Et l'analyse politique qui est faite, c'est qu'en ayant des postures de fermeté et en parlant de choses très concrètes, le gouvernement pourrait s'adresser et être compris par cet électorat qui est sensible à l'extrême droite, et en réhabilitant en quelque sorte la politique. Donc c'est une stratégie. L'action politique, c'est une stratégie qui est menée frontalement par Gabriel Attal. Effectivement, c'est pas dit que ça marche, mais qui me paraît intéressante à analyser aussi aujourd'hui, parce qu'elle avait été en son temps, on vient de l'évoquer, menée par Nicolas Sarkozy avec un certain succès, puisque à son époque, Jean-Marie Le Pen au premier tour en 2007
avait nettement reculé par rapport à 2002. Donc il y a cette idée qu'en reprenant ces recettes et en montrant de la fermeté et des choses très concrètes, donc en fait en dépolitisant un peu le débat, en n'étant plus sur les idées ni sur le fonctionnement du pays, eh bien on parviendrait à réenchanter l'action politique et à séduire à nouveau. Je trouve que ce pari il est très intéressant et on aura des résultats assez rapidement avec les élections européenne. Est-ce qu'il est suffisant pour donner un horizon, une perspective, un cap? Évidemment non, mais il semble que ce ne soit pas du tout la priorité pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Ouais, et d'où ce bras de fer hier qu'on a vu entre Gabriel Attal et Marine Le Pen. Un dernier mot, Pierre, il nous reste 30 secondes. Gabriel Attal qui, dans ses réponses après le discours de politique générale, a vertement tensé les députés RN et Marine Le Pen. Oui, et c'est le problème, moi je pense en tout cas de ce gouvernement, c'est de considérer que c'est en allant sur le terrain de l'extrême droite, en allant sur le terrain des propositions de l'extrême droite, qu'ils vont réussir à faire battre l'extrême droite. Non, on aura on sait très bien qu'on préfère toujours l'original à la copie et que c'est en menant des politiques justement qui vont à l'encontre des analyses et des propositions de l'extrême droite qu'on combat l'extrême droite. C'est pas du tout le chemin qui est pris par ce gouvernement. Allez, on continue de parler de Gabriel Attal. Il est à la une de vos quotidiens régionaux ce matin. Et Gabriel Attal à la une de plusieurs de vos quotidiens régionaux. Le style Attal à l'épreuve du feu, titre Le Républicain Lorrain. Attal tous azimuts pour Midi Libre, le Premier ministre qui était donc hier devant les députés pour présenter son projet pour la France. C'est le titre de la dépêche du Midi, un discours au cours duquel il a fait plusieurs annonces sur le travail, la lutte contre le trafic de drogue ou la santé. Attal promet du concret pour le Télégramme. Et maintenant, c'est la question que posent les journaux du centre de la France, dont La Montagne, avec cette photo d'agriculteurs. Et pour la Charente Libre, Gabriel Attal n'éteint pas la colère agricole. Une colère qui s'étend et qui gagne la Corse. C'est à la une de Corse Matin avec des opérations escargots et aux revendications nationales s'ajoutent là-bas des problématiques insulaires. Une colère qui a des conséquences dans les supermarchés, comme le montre l'Ardennais avec cette photo de rayon qui se vide. C'est un drame qui fait la une des journaux de Marseille, celui d'un incendie qui a eu lieu la nuit dernière dans une cité du 15e arrondissement de la ville. Le bilan est lourd, un enfant de 4 ans est mort, d'autres ont été intoxiqués, un homme est lourdement brûlé. Calisté sous le choc pour la Provence, nouveau drame du logement pour la Marseillaise. Et puis on termine avec cette question à la une de Presse Océan. Bretagne à 5, quel impact? Une étude sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne a été publiée hier. Les deux collectivités demandent à l'État de s'engager sur un référendum. Pierre, on regarde la ligne de Politis. Les agriculteurs, évidemment. La colère est dans le pré. Comment? La colère est dans le pré. Non, la colère sort du pré. On aurait pu faire la colère est dans le pré. On a eu ce débat au sein de la rédaction, mais bon, c'était un peu trop. Mais bon, là voilà, la colère sort du pré. Donc on revient évidemment sur la fronde des agriculteurs et avec des analyses politiques et évidemment. Voilà, on revient sur les mots, on revient sur cette colère qui vient de loin. Nicolas, à lire dans la Tribune dimanche? On sera nécessairement sur les suites du discours de politique générale. Et maintenant, que va-t-il se passer? Les applications concrètes? Et on lira ça avec attention dimanche. Merci beaucoup Nicolas, merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Cet après-midi, vous suivrez bien sûr en direct sur notre antenne le discours de Gabriel Attal devant les sénateurs avec notamment des annonces sur les territoires. Ce sera à suivre à partir de 15h et puis à l'analyse à 18h dans Sens Public avec Thomas Hugues. Très bonne journée, à demain.